Qu'est-ce qui se cache un peu derrière? Qu'est-ce qui se cache un peu derrière? Et puis voilà. Donc, je crois on attendait jusqu'à 17h15. Là, il est 17h. Enfin, 17h chez moi, mais il est 18h17 depuis le Gabon. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez les stylos, je sais pas, tout ce que vous voulez pour pouvoir prendre des notes. Et évidemment, on va essayer d'avoir des interactions ensemble pour pouvoir avancer en même temps. Donc, vu que c'est bon, je vais commencer donc le déroulé. Ah, évidemment, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Anguillet Joanniv Daris. Je suis data scientist de formation et je vais vous accompagner ou nous accompagner à comprendre l'intelligence artificielle, du moins les prémices, avant bien sûr de l'appliquer justement au marketing dans sa globalité. Donc, ravi d'être parmi vous. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai mis aussi sur le truc le PowerPoint, minute, démystifier l'IA, l'IA pour les marketeurs, comprendre sans coder. Parce que déjà, l'IA, comme on sait, l'intelligence artificielle est un outil qui sort justement de la programmation. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les LLM, en français, les grands langages de modèles qui permettent justement d'utiliser des modèles génératifs tels que ChatGPT afin de produire du texte, du contenu, du code. Et on va un peu plus loin aujourd'hui avec les générateurs de vidéos et autres. Donc c'est un peu ça qu'on va essayer de démystifier, de comprendre d'abord sa création, comprendre d'abord son architecture même avant de pouvoir justement se dire que bon, là, on est à même de l'appliquer justement au niveau du marketing. Donc, l'IA en général, c'est quoi? L'intelligence artificielle, donc, n'est pas de la science-fiction, mais un outil omniprésent dans notre quotidien aujourd'hui. Donc, smartphone, Netflix, GPS s'utilisent déjà. Donc, on a différentes catégories d'intelligence artificielle. Je pense que vous le savez certainement. Différentes catégories d'intelligence artificielle, différents types d'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, ce qui fait, on va dire, le buzz ou qui fait plus parler de lui en termes d'IA, c'est les IA génératives. Donc, ChatGPT, Gemini, Grok et je pourrais en citer énormément. Ce qui fait le buzz aujourd'hui, c'est ce qu'on assimile enfin, c'est ce qu'on jumelle directement au terme d'intelligence artificielle. Mais avant même ça, l'intelligence artificielle existe déjà depuis longtemps et découle de nombreux algorithmes, de nombreux algorithmes. Donc, comme on a pu les citer dans la petite phrase, il y a déjà des IA, par exemple, dans les smartphones. Siri, c'est une IA, et même l'IA pour les gens qui utilisent Android. Je suis pas Android, donc du coup, voilà. Il y a aussi, par exemple, Netflix, qui est à même de vous recommander des films et autres. Donc, c'est des algorithmes de recommandation qui sont des IA, des types d'algorithmes qui ne sont pas comme des LLM, mais qui sont tout de même là pour aider à la décision, par exemple. Orienter, par exemple, le consommateur de vidéos à continuer à consommer du contenu qui l'intéresse. C'est un peu la même chose quand on est sur TikTok, un peu la même chose quand on est sur Instagram. Les applications aujourd'hui sont assez intelligentes. Derrière, il y a des algorithmes qui sont justement issus de l'intelligence artificielle qui permettent de suivre et de comprendre, par exemple, on va dire le comportement ou les actions de l'utilisateur afin de pouvoir lui proposer du contenu qu'il aime, donc qu'il a l'habitude de regarder. Donc, vous, par exemple, pour ceux qui sont dans le marketing et autres, plus vous êtes intéressé par tout ce qui est produits digitaux, marketing et autres, l'IA fera en sorte que vous puissiez suivre ce contenu, vous pouvez consommer de plus en plus ce contenu-là et que vous trouvez même des niches, c'est-à-dire des outils et autres qui vous permettent aujourd'hui combler à l'intelligence artificielle, vous permettant justement
de suivre votre passion, tout simplement. Donc, on a donc les algorithmes classiques versus l'intelligence artificielle. Donc, comme je parlais, on peut toujours classer ces deux termes globalement dans l'intelligence artificielle. Mais si on les décortique, dans un premier temps d'algorithmes classiques. Donc, les algorithmes classiques fonctionnent donc avec des règles fixes et des instructions explicites. Donc, j'ai pris un exemple. Si la température est supérieure à 25 degrés, alors climatisation. C'est tout simplement, là vous voyez, c'est comme ça qu'on va dire que fonctionnent nos climatisateurs. On sait que si on baisse la température, si on baisse la température, bah, il saura qu'il faut ramener un peu plus de fraîcheur. Si on augmente, il faut ramener un peu plus de chaleur, ainsi de suite. Donc c'est un peu des algorithmes qui vont, on va dire que dans un seul sens, c'est-à-dire c'est qui est déjà entraîné pour une certaine action ou qui est paramétré justement pour suivre certaines actions directement. L'intelligence artificielle, donc, comme on connaît aujourd'hui, elle apprend et s'adapte en analysant les données. Elle ne nécessite pas de règles précises. Donc, ce qui fait la différence justement avec les algorithmes classiques aujourd'hui, c'est que ChatGPT, par exemple, qui a été entraîné sur énormément de données et bien d'autres IA de la sorte, sont à même de comprendre justement la demande de l'utilisateur pour pouvoir lui fournir une réponse concrète selon la demande de l'utilisateur. Donc, en gros, non pas par exemple, mais qu'est-ce qui fait naître l'intelligence artificielle? Donc, il y a le machine learning que l'on va essayer de vulgariser ici. Donc, dans un premier temps, c'est comment est-ce que l'IA, justement, est entraînée vis-à-vis de ça? Excusez-moi. Ok. Comment est-ce que l'IA est entraînée? Donc, dans un premier temps, on montre des exemples. Donc, on lui fournit des données. On fournit des données à un modèle qu'on appelle state of art. Donc, c'est des modèles qui sont déjà préconçus pour pouvoir apprendre de ces données-là. Donc, on montre à l'ordinateur des photos. Donc, chat, chien, pomme, et etc. de ce que l'on voudrait lui faire reconnaître pour qu'il arrive justement à prendre des décisions par lui-même. Et dans un deuxième temps, bah, il trouve des patterns. Donc, la machine repère des motifs et caractéristiques. Les patterns, c'est, on va dire, par exemple, pour un peuple, par exemple, pour le peuple chinois, c'est pas raciste ce que je veux dire, mais pour un peuple chinois, on sait très bien que tous les Chinois se ressemblent à travers leurs traits de caractère ou leurs traits même du visage. Ou pour les Gabonais, on saura que par exemple pour nous, on a certaines expressions et tout. Et dans un pays, par exemple, quand on est à l'étranger, on sait que non, là on peut reconnaître sans trop d'efforts que lui, il est Gabonais, tel et tel, lui, il est Ivoirien, lui, il est tel, parce que justement, on arrive justement à reconnaître des patterns. Donc, les patterns, c'est un peu ça. C'est des caractéristiques qui montrent clairement l'objet que l'on veut définir, que l'on veut reconnaître. Donc, dans un troisième temps, il fait justement des prédictions. Donc, elle devine de quoi il s'agit face à une nouvelle image. Donc, le machine learning, c'est apprendre par expérience. Donc, pour résumer un peu ça, c'est fournir à l'ordinateur des données sur lesquelles il apprend, sur lesquels il teste ses connaissances et sur lesquels on va évaluer justement ses connaissances afin de voir s'il arrive en gros à les généraliser. Une fois qu'on sait qu'il arrive à les généraliser, on dirait que le modèle, il est prêt à être utilisé, par exemple. Excusez-moi, mais l'objectif n'est pas de faire de vous, n'est pas forcément de faire de vous des data scientists ou des experts en intelligence artificielle, mais de vous faire réellement comprendre déjà le fondement même de l'intelligence artificielle parce que de là, ça va vous faire comprendre comment est-ce que l'on peut interagir aujourd'hui avec l'IA. Parce que pour moi, il faut toujours revenir aux prémices même de l'histoire avant de pouvoir se dire qu'on est à même de l'utiliser. Peu importe d'où l'on vient, que l'on soit juste philosophe, banquier, dans la finance et autres, tout le monde, on veut tous apprendre à utiliser de manière correcte, de manière surtout très productive,
et de pouvoir gagner justement en compétences et même en performance avec l'intelligence artificielle, le procédé correct pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est bien de revenir clairement non pas globalement, mais clairement à la genèse même de comment est-ce que c'est créé. Donc, l'une des genèses est le machine learning. Donc, qui vous montre justement qui est genre le procédé pour construire ces algorithmes classiques, par exemple. Et on ira de manière plus profonde, donc comme on dit, avec le deep learning, qui s'inspire justement des connexions neuronales du cerveau. Donc, le deep learning est conçu par des couches de compréhension. Il s'inspire donc du cerveau avec des couches superposées qui analysent l'information. Chaque couche identifie des motifs de simples contours aux objets complets via des réseaux de neurones artificiels. En gros, pour faire vraiment plus simple, au niveau du deep learning, on rentre vraiment dans ce qui est connexion neuronale. Donc là, on essaye de faire en sorte que l'IA puisse prendre des actions par lui-même et non pas seulement des actions classiques dans le style si et seulement si. Donc c'est-à-dire qu'il peut improviser ou qu'il peut justement déterminer quelle est la meilleure méthode ou la meilleure représentation de ce que l'utilisateur demande. Donc c'est à travers cela que l'on arrive maintenant dans le deep learning, en gros, une analyse plus profonde des problèmes. Donc on a la reconnaissance faciale ultra précise. Par exemple, aujourd'hui, on a des caméras intelligentes un peu partout dans certaines villes très connectées. Je prendrai l'exemple de la Corée qui aujourd'hui, avec leur base de données remplie, une fois que tu rentres en Corée, tu es enregistré, ton visage il est reconnu parce qu'il est analysé. Donc c'est là où on dit, on analyse les patterns de ton visage. Ton visage, il est scanné, reconnu et stocké dans une base de données. Donc, si aujourd'hui tu commets un délai et que l'on te recherche, la police scientifique, par exemple, pourra facilement récupérer les vidéos des caméras publiques partout dans la ville qui t'auront scanné parce que tu es déjà introduit dans le modèle d'intelligence artificielle qu'ils utilisent pour faire de la reconnaissance faciale. Et là, à ce moment, il est plus facile pour eux d'avoir cette information-là de, par exemple, qui est Monsieur Ango. Voilà, parce que on va l'arrêter, hein. Donc, on a la reconnaissance faciale ultra précise, traduction instantanée de la langue, comme vous avez pu le voir avec certains, enfin, Google Traduction même, hein, détection de maladies sur des images médicales. Donc, on voit un peu quelle est la dimension maintenant qu'apporte le deep learning qu'apporte le deep learning au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un apprentissage plus profond. Je devrais admettre une personne. C'est un apprentissage plus profond du problème. Est-ce que nous aurons le document après le cours? Évidemment, si vous voulez le document, il n'y a pas de souci, je pourrais le partager. Je pourrais le partager. Alors, je me permets de lire les questions en même temps. Alors, pourquoi dissocier l'IA appliquée au marketing digital de l'analyse des données alors qu'on voit le fonctionnement du l'IA? Il faut comprendre qu'il faut aussi de l'analyse de données. En quelque sorte, ce n'est pas forcément dissocié, hein. Ce n'est pas forcément dissocié. C'est juste que l'utilisation est différente. Je prends l'exemple qu'on peut forcément, on peut utiliser par exemple ChatGPT pour faire de l'analyse de données, tout comme pour faire des posts pour le marketing digital. Voilà. Donc, pour continuer, excusez-moi, pour continuer, si on part après justement le deep learning, si on parle justement de où est-ce que l'IA justement a eu plus d'impact, donc on commence justement en 2023 avec la sortie de l'IA générative qui débarque. Donc on a ChatGPT pour le texte, Midjourney pour les images, DALL-E pour les vidéos. Ces outils qui créent du contenu original, imaginant et produisant au lieu de seulement analyser. Donc par là, l'IA, on lui donne un prompt de départ. Donc le prompt, ce sera notre demande que l'on veut aujourd'hui être structurée. Donc on lui donne un prompt de départ et on s'attend justement à une réponse
selon justement notre imagination. Parce que le prompt qu'on lui donne vient justement de ce que nous, on visualise de par notre imagination, de par notre intelligence. On lui donne ce prompt. Voilà. On était à 2023, l'année qui a tout changé. Donc, je vais repartager l'écran. Juste donnez-moi quelques minutes. Et- C'est bon, on voit l'écran, non? Ok, super. Nous allons donc reprendre. J'étais sur, comme je disais, l'année 2023 qui fait rentrer donc en jeu l'IA générative, qui débarque avec ChatGPT, Midjourney, DALL-E, des outils qui créent du contenu original, qui imaginent et produisent au lieu de seulement analyser. Euh,
L'IA ce qui a changé, donc comme je disais, ce qui a changé, c'est l'IA qui est passée donc de la reconnaissance à l'analyse, de la reconnaissance et l'analyse à la création. Donc, qui arrive à produire des images, à produire du texte et à même produire de la musique avec l'application Suno, par exemple, et qui a directement montré un impact immédiat. Donc, des millions d'utilisateurs en quelques semaines, des millions d'utilisateurs en quelques semaines et voilà, en quelques semaines et certains métiers qui aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle comme assistant pour gagner en productivité et en performance. Donc, pourquoi le marketing est donc en première ligne? Euh, Vous savez ça mieux que moi. Avant, c'était des automatisations basiques. Donc, des emails qui étaient faits en masse, par exemple. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on arrive à gagner en temps pour la personnalisation intelligente. Donc, des emails adaptés justement au profil même de ceux à qui on s'adresse. Donc, ils n'analysent pas seulement les données des profils et autres. Il ne les reconnaît pas seulement. Il arrive à produire du contenu pour pouvoir impacter donc certains profils clés. Donc cibler directement, on va dire cibler directement une certaine des certains profils. Demain, ce sera de l'hyper-personnalisation créative, donc du contenu unique et réel. Donc l'IA qui continue à avancer, qui continue à prendre de l'ampleur et qui continue surtout à rentrer dans le contexte même d'où on l'applique. Donc dans le marketing, ce sera la même chose. Alors, l'IA au quotidien, avec les exemples concrets, donc comme on l'a déjà dit, les Netflix, par exemple, qui nous connaît déjà. Donc, l'algorithme prédit nos préférences en analysant le comportement et le visionnage, surtout en prenant en compte les likes, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, et nous redirigeant vers, par exemple, les différentes catégories qui nous ont déjà intéressés. Vous voyez, certaines, souvent, une fois on finit une série, il y a certaines suggestions qui sont mises en lumière et autres, des publicités ultra ciblées, que ça soit sur Facebook, WhatsApp aujourd'hui où il y a des publicités intégrées et aussi Instagram, on a des publicités qui concernent la plupart du temps nos centres d'intérêt. Si par exemple aujourd'hui vous avez tellement recherché sur Google maison et autres, on va vous montrer plein d'opportunités par exemple sur l'immobilier, des trucs du style. Parce que là, l'IA prend des décisions, la décision justement de vous montrer du contenu qui pourrait vous intéresser. Donc, derrière, ce n'est plus, on va dire, l'humain qui, qui va passer des heures à traiter ces données, à les analyser et à pouvoir rediriger des publicités vers un public cible. Là, l'IA s'adapte justement aux différents profils de manière automatisée, s'adapte aux différents profils cibles pour pouvoir lui donner des publicités qui intéressent justement ces profils-là. Donc nous, par exemple, selon nos différents centres d'intérêt, on peut tous avoir un compte Instagram, mais un différent contenu selon justement nos centres d'intérêt. Et aujourd'hui, c'est automatisé, c'est plus facile de cibler justement le client, de cibler justement le profil que l'on cherche à cibler avec l'intelligence artificielle. Donc, aussi des chatbots intelligents. Donc, ils comprennent nos questions complexes, détectent les émotions et résolvent donc la majorité des demandes et autres. Donc, pour tester un peu nos connaissances, donc l'IA, on sait déjà que oui, effectivement, l'IA peut créer des images originales à travers DALL-E. Aujourd'hui, Gemini avec Nano Banana Pro, par exemple, des outils comme Midjourney et DALL-E qui le faisaient en 2023. Aujourd'hui, on a des outils un peu plus avancés qui génèrent mieux à cause d'un entraînement meilleur et autres, qui créent des visuels uniques à partir de textes. Est-ce que l'IA comprend vraiment ce qu'elle lit? Pas vraiment. Elle analyse les patterns statistiques, mais ne comprend pas ni ne ressent comme un humain.
parce que effectivement, ça reste une machine. Et tout ce que l'on transmet à l'ordinateur, l'ordinateur le transforme en un langage que lui, il comprend. Donc, c'est à travers nous, les différentes données ou les différentes manières qu'on a appris l'IA à reconnaître, par exemple, des émotions, qu'il identifie, analyse et prédit que c'est tel type d'émotion, par exemple. Ou, si je prends l'exemple, quand on essaye de converser avec ChatGPT et que l'on donne justement une question ou une problématique, bah, ChatGPT avec enfin, son taux d'entraînement ou sa connaissance, il va pouvoir nous sortir des réponses qui justement pourraient nous servir, que l'on penserait justement qui correctes, mais qu'il faut, comme on le dit à chaque fois, ou même quand sur les chatbots c'est écrit, en bas ils écrivent souvent cette petite phrase-là où l'IA justement peut faire des erreurs. Donc, il est souvent bien de vérifier les informations qui sont données par l'intelligence artificielle quand on sait que quelque chose peut être biaisé, pour ne pas justement se retrouver dans ce qu'on appelle une boîte noire. L'IA peut remplacer un marketeur? Non. C'est un assistant puissant, mais il nécessite une supervision humaine. C'est comme on a dit, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle a été créée pour, on va dire, faciliter l'humain dans ses tâches, l'accompagner, mais surtout de faire un assistant puissant, non pas pour le remplacer. Parce que, comme on dit, l'esprit critique est toujours de mise, en fait. L'esprit critique sera toujours de mise pour remettre en question, par exemple, le contenu que l'intelligence artificielle nous pond, afin justement de la formater, de l'améliorer à notre sauce, et de pouvoir l'utiliser justement. Ce qui nous permet déjà de gagner du temps. On prototype facilement nos idées. Quand je parle de prototypage, je ne parle vraiment pas que de sites web ou d'autres. Non, je parle bien d'idées sur le plan brainstorming, par exemple. Quand on cherche des idées, par exemple, de marketing ou on cherche des idées de création et autres, et qu'on transmet à l'intelligence artificielle et qui nous donne un certain déroulé, on peut facilement avoir une structure de base que l'on peut justement formater à nos convenances. Et c'est là où ça devient intéressant. On ne va plus tout faire from scratch, donc depuis le départ, mais on va plutôt pouvoir avoir une base déjà générée pour pouvoir l'améliorer dans notre contexte. Donc, ChatGPT apprend de vos conversations. Pas vraiment. Le modèle est figé et n'apprend pas en temps réel de nos échanges. Seul le contexte actuel est mémorisé. Donc, comme on le sait, à chaque fois, ils font des mises à jour de ChatGPT, ce qui fait que on se retrouve aujourd'hui, on partait en 2023 de GPT-3. Aujourd'hui, on a GPT 5.1, 5.2, justement parce qu'il a été entraîné à chaque fois. Et quand on consulte justement les sites des propriétaires, donc OpenAI, on peut regarder jusqu'à quand est-ce que l'IA a été entraînée. Donc, aujourd'hui, je pense ChatGPT 5.1, il a une base de connaissances qui date de 2025. Donc, toutes les données du web potentiellement présentes en 2025 sur Internet, il y a certaines données que ChatGPT connaît particulièrement. Cela étant dit, c'est comme on l'a dit, euh, elle analyse les patterns à sa manière. Donc, elle analyse les patterns en reconnaissant justement le texte, en le transformant. Donc, là, on parle de vectorisation, de tokenisation et autres, pour pouvoir lui comprendre et ressortir justement une réponse qui lui semble logique. Donc, évidemment, c'est à nous, à travers l'esprit critique, justement, de vérifier toujours certaines informations. Alors, il était essentiel, justement, de comprendre. Il était essentiel justement de comprendre déjà la base même de l'IA. Donc, comment est-ce que c'est créé? Pourquoi est-ce que c'est créé aujourd'hui pour pouvoir mieux l'utiliser? Donc, je pense qu'il est essentiel de savoir d'où est-ce que ça sort, comment est-ce que ça a été créé, pourquoi est-ce que ça a été créé, qu'est-ce qui a été créé justement dans cet univers d'intelligence artificielle pour pouvoir justement se dire que on est à même de mieux l'utiliser parce que l'on connaît justement les limites de l'IA aujourd'hui, les avantages de l'IA aujourd'hui et qu'est-ce que l'on peut faire avec aujourd'hui. Donc, ce que l'on a
pu couvrir, c'est donc les fondamentaux, les algorithmes classiques contre le machine learning et la découverte du deep learning aussi, l'impact de l'intelligence artificielle générative que l'on connaît aujourd'hui comme le grand langage les modèles, les grands langages de données, les grands langages de modèles et l'intelligence artificielle en marketing que l'on couvrira aussi demain pour l'utilisation et là on va rentrer un peu plus en profondeur sur l'utilisation sur justement le contexte du marketing. Parce que l'IA aujourd'hui, on dit l'IA générative, quand on voit le préfixe, c'est général, c'est de manière générale. Donc aujourd'hui, il faut avec l'IA contextualiser. Donc, quand on a le marketing, on sait très bien qu'à ce niveau, c'est différent de l'analyse de données. Donc, à ce niveau, l'IA dans le marketing, il faut savoir pourquoi et comment est-ce que l'on doit l'utiliser dans le marketing. Donc, c'est un peu ça que l'on verra aussi demain. Je préconisais de faire un truc très court parce que j'aimerais aussi avoir des échanges avec vous pour savoir ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, comment est-ce que l'on peut échanger. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre et comme ça, on va avancer ensemble et essayer de comprendre un peu plus ensemble. Il est bien d'échanger. Donc, j'espère que les micros peuvent être ouverts pour qu'on puisse échanger. S'il y a des questions dans le chat aussi, je vais prendre les questions. Alors évidemment, pour ceux qui demandaient si le document sera partagé, pour les personnes qui veulent le document, je le partagerai directement. Donc ça, c'est pas un problème. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des personnes qui veulent réagir? Personne? Avons-nous des versions gratuites de Banana Pro? Oui, évidemment, vous avez des versions gratuites de Banana Pro directement sur l'interface de Gemini. Je vous inviterai à les tester, hein. Il y a, il y a l'option créer une image. Il y a l'option créer une image où vous avez l'utilisation de Nano Banana Pro, normalement sur un certain quota d'utilisation. Et après, ça vous fait redescendre justement à la version qui charge le cloud pour peu de personnes. Je me retrouve. Bah oui, oui, c'est possible. Attendez, il suffit juste que vous alliez sur Internet, hein. Attendez. Gemini. Alors, je n'ai pas bien compris sur le fait que ChatGPT reste figé et n'apprend pas en temps réel. Mais pourquoi? Parce que justement derrière l'interface que l'on utilise sur le web, il y a un modèle qui est chargé. Et donc le modèle chargé derrière, avant même de le mettre, parce que là, ce que l'on utilise comme ChatGPT, on appelle ça un modèle en production. Ce modèle, lui, il est chargé sur l'interface web pour pouvoir faire en sorte que les gens ayant accès au site web, donc de ChatGPT, puissent l'utiliser. Mais derrière, les chercheurs et les scientifiques derrière,
euh, prennent ce modèle, par exemple GPT-4, qui avait déjà été entraîné sur 2024, pour réentraîner encore avec d'autres données qu'ils ont dû récolter de 2025 pour pouvoir entraîner le modèle, donc lui apprendre ce qu'il ne connaissait pas pour pouvoir faire en sorte qu'il ait un peu plus de connaissances. Pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas aujourd'hui d'IA qui n'est pas entraînée à chaque fois sur de nouvelles données. Parce que vous savez, les données, là, par exemple, nous, on génère des données à travers ce chat. On génère des données à travers cette présentation. On génère des données à travers tout ce que l'on fait tous les jours. C'est pour ça qu'on dit que c'est le pétrole du 21e siècle. On génère des données tous les jours. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on veut utiliser ces données de la bonne manière. Donc, à travers les modèles tels que les IA génératives, ça nous permet de récolter ces données, apprendre à l'IA générative, le contextualiser un peu sur ce que l'humain, lui, cherche à faciliter ou à avoir pour pouvoir l'entraîner facilement et ensuite pondre un modèle qui permette de répondre justement à nos demandes. Donc, quels sont les meilleurs IA pour faire du marketing à part féminin, Gemini et ChatGPT? J'ai pas trop compris, monsieur Teddy, si je me trompe pas. Quels sont les meilleurs IA pour faire bon, les meilleurs IA pour faire du marketing. Maintenant, après, comme je disais, on peut le voir demain, mais pour répondre de manière globale, il faudrait voir déjà qu'est-ce que l'on veut faire au niveau du marketing. Parce qu'à ce niveau-là, quand on dit Gemini et ChatGPT, là, il faut connaître les limites. Gemini et ChatGPT, en gros, c'est des IA qui arrivent à te pondre du texte. Donc là, par exemple, quand tu veux faire, je sais pas comment vous l'appelez, là, c'est quand tu veux faire du contenu textuel. Là, l'IA pourra t'aider justement à agencer ce que tu veux pondre comme texte, comme scénario par exemple. Si tu lui donnes du contexte, si tu lui dis très bien et tu lui dis clairement ce que tu attends de lui. Est-ce que pour avoir des versions performantes de l'IA, il faut nécessairement les abonnements premium? Oui. Alors, oui. Pourquoi? Parce que avec un abonnement premium, tu as un accès, comme on dit, privilégié au modèle premium, ce qui te permet justement d'avoir accès à un modèle, à un LLM plus performant et surtout parce que les modèles aussi, ils ont des coûts en entrée, donc en input. Donc le texte que toi tu donnes il est converti et en entrée, il coûte. Le temps de réflexion et le temps d'agencement de l'IA lui-même qu'il prend pour te ressortir une réponse, il coûte aussi en ressources cloud. Et donc, c'est pour ça que c'est comme ça qu'il justifie un peu le prix qu'il faut payer pour avoir l'accès au modèle d'IA. Donc oui, effectivement, si on veut un produit meilleur, si on veut un produit de bonne qualité aussi, non pas que la version free ne permette pas de pondre un contenu de bonne qualité, ça dépend justement de la manière dont on converse, du contexte qu'on donne justement à l'IA. Mais si on veut justement quelque chose de plus profond, oui, là, évidemment, un abonnement premium est nécessaire. En combien de temps ce modèle reste actif avant de le refaire entraîner pour évoluer? Ça part sur quelle période? Bon, quand on analyse un peu, souvent, par exemple, OpenAI peut prendre, on va dire, une demi-année. Donc, après 6 mois, normalement, ils prennent la peine de réentraîner les modèles parce que ça dépend justement du temps qu'on prend, par exemple, pour générer de la donnée. Donc, supposons en 6 mois, on sait qu'en 6 mois, on peut récolter énormément de données. Si je vous prends l'exemple d'une IA qui promet de parler une certaine langue, eh ben, il faut, avant justement d'entraîner cette IA-là, excusez-moi, avant d'entraîner cette IA-là, il va falloir récolter justement de la donnée. Et donc, il faut se fixer forcément un temps
en équipe pour pouvoir avoir justement assez de données pour pouvoir l'injecter à l'intelligence artificielle. Parce qu'effectivement, l'IA a besoin d'énormément de données pour enrichir sa base de connaissances. Peu de données ne lui permettront pas d'acquérir la connaissance qu'il faut dans le temps imparti. C'est un peu comme, faut vraiment le prendre comme même le processus qu'un enfant a à l'école pour pouvoir passer d'une classe à une autre. On part du CM1 au CM2, du CM2 au CM3, du CM2 enfin, au CE1, etc., ainsi de suite, justement d'un temps à un autre. Parce qu'on a besoin justement d'une base de connaissances pour pouvoir passer à une étape suivante. La terminale, par exemple, nous prépare au baccalauréat. Donc c'est en gros, nous, si on est la représentation d'une IA en tant que telle, on est entraîné toute l'année pour pouvoir passer un examen, pour pouvoir faciliter justement le passage à cet examen. Sans cette base de connaissances, on ne pourra pas passer cet examen. Pourquoi les prix de certains produits sur Internet changent-ils plusieurs fois par jour grâce à l'IA? Bah ça, justement, c'est du marketing. Quand on ajoute des produits d'intelligence artificielle qui permettent de faciliter euh, la création de certaines choses, forcément les prix vont évoluer. Et aujourd'hui, pourquoi encore? Parce que, comme je le dis, l'intelligence artificielle, ça a un coût. C'est vrai, on l'utilise tous les jours de manière gratuite, mais derrière, ça a un coût. Ça a un coût d'utilisation. Parce que effectivement, c'est des ressources cloud. Et le cloud, ça tourne aussi dans des data centers et autres. Et ça génère justement de l'énergie. Et cette énergie, il faut la contrôler, la canaliser et autres, ainsi de suite. Donc, c'est un peu, quand on prend tout ce contexte-là, on se rend compte évidemment que l'utilisation de l'IA, ça passe par énormément de choses et surtout des ressources cloud parce que sinon personne ne pourrait l'utiliser. Si je nous prends un exemple aujourd'hui, par exemple, si moi je prends un modèle et que je le fais tourner sur mon ordinateur, il pourra fonctionner que pour moi réellement parce que toutes mes ressources de l'ordinateur, donc ma carte graphique, ma RAM et autres, vont nécessairement prendre de la puissance de calcul pour pouvoir faire tourner l'IA. Alors, je sais pas qui est en train de dessiner. TED. Je sais pas qui fait ça. Est-ce que on peut, grâce au deep learning, entraîner une IA pour qu'elle ne diffuse qu'un algorithme précis? C'est oui, oui, effectivement. Grâce au deep learning, on peut entraîner une IA pour qu'elle ne diffuse qu'un algorithme précis. Aujourd'hui aussi, les entraînements d'intelligence artificielle à travers certains outils sont assez facilités, assez facilités. Donc, ça dépend vraiment de, par exemple, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle du fine-tuning. Fine-tuning, c'est en gros adapter l'IA sur une certaine tâche, sur une certaine tâche. Par exemple, aujourd'hui, si on veut créer un chatbot qui nous permet juste, par exemple, de converser avec une IA qui parle en langue, ben, on va le fine-tuner justement sur des données linguistiques qui lui permettent justement d'apprendre de cette langue-là. Et là, on fait une IA qui est spécialisée, par exemple, dans une certaine langue. Ce qui fait justement que ça ne diffuse que une tâche précise. Maintenant, algorithme précis, ça dépend de l'algorithme justement dont vous parlez ou que vous voulez justement diffuser. Parce qu'aujourd'hui, justement, bah, aujourd'hui comme avant, il y a plusieurs algorithmes qui servent justement à faire des choses de manière précise. Comme on disait, les algorithmes de base servaient à faire des choses, des tâches précises. Par exemple, dans l'analyse de données, on a la régression linéaire, régression logistique qui servent beaucoup dans tout ce qui est analyse financière et autres. Donc, ça, c'est vraiment pour des tâches précises. Mais avec l'IA générative, quand on passe aujourd'hui un fichier Excel, par exemple, à ChatGPT et autres, il peut nous analyser les données de manière textuelle et souvent même nous sortir des graphes.
Les dangers de l'IA, croire en tout ce que l'IA peut nous pondre. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte où il faut être en accord justement avec les avantages que ça nous donne. Ça génère du texte, ça génère des connaissances que l'on n'a peut-être pas, mais justement qu'il faut toujours avoir cet esprit critique-là pour pouvoir les vérifier. C'est pour ça que l'on dit aujourd'hui que bah, l'intelligence artificielle n'enlève pas l'intelligence humaine. Il ne faut pas remplacer son cerveau par ce que l'IA nous donne. Parce que c'est vrai qu'il est aujourd'hui très facile de se dire, par exemple, que l'IA peut faire un devoir de maths, l'IA peut faire telle chose à ma place. Une fois c'est fait, moi je passe à autre chose. Mais attention au risque que ça produit chez nous, ça produit une dépendance. Donc il faut éviter la dépendance à l'intelligence artificielle, parce qu'il faut se rendre compte que l'esprit critique, exactement, pour qu'on reste humain malgré tout, l'esprit critique est nécessaire justement pour utiliser l'intelligence artificielle. Parce qu'à travers ça aussi, utiliser l'intelligence artificielle, il faut faire preuve d'intelligence, et surtout d'intelligence humaine. Donc dans ce cas, quand on sait par exemple qu'on sort d'une série où on a fait par exemple marketing digital, on se rend compte de ce qu'on a appris, on se rend compte de ses compétences. Et c'est nos compétences qu'on applique justement à l'intelligence artificielle pour pouvoir nous aider à accomplir notre tâche de la meilleure des manières. Ça nous permet justement, comme je disais, à prototyper facilement, à avoir un contenu assez rapide. Mais ce contenu rapide, justement, il faut le restructurer. Donc, on a les fondations de la maison, mais la maison, la vision qu'on a de la maison, c'est nous-mêmes qui savons quelle pièce sera comme ci, quelle pièce sera comme ça et tout. Il nous pond le plan, mais c'est à nous de construire. C'est vraiment là où il faut faire attention. On ne donne pas tout à l'IA pour qu'il nous ponde tout le travail fait de A à Z. Non, pas du tout. Il est là vraiment pour, bah, comme un stagiaire, hein. Supposons aujourd'hui, vous avez un stagiaire, vous allez lui donner certaines tâches, et puis voilà. Est-ce que nous, au Gabon, nous sommes assez prêts? Bah, nous sommes en train de nous préparer. Nous, au Gabon, nous sommes en train de nous préparer justement à l'utilisation de l'intelligence artificielle, et c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose qu'il faut faire parce que il faut se rendre compte qu'il faut qu'on soit non seulement dans la course, mais non pas pour autant se dire que on est en retard ou quoi que ce soit, mais il faut être à même de se dire qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle parce qu'on en connaît les bénéfices. Et une fois qu'on connaît les bénéfices et les inconvénients, on saura de manière intelligente comment est-ce que l'on peut l'utiliser et l'appliquer justement à nos domaines. C'est pour ça, je parlais de contexte. Il faut apprendre à utiliser l'intelligence artificielle selon chaque contexte. Excusez-moi. Donc, c'est un peu ça. Au niveau du Gabon, est-ce que nous sommes assez prêts? Franchement, c'est à vous de répondre à cela. Si moi je dois répondre, bah, en tant que data scientist, moi je dirais que moi perso je suis assez prêt. Maintenant, il faut se rendre compte qu'on a ces lacunes-là, que c'est pas tout le monde qui connaît. Donc, la première des choses, c'est de faire connaître l'IA au plus grand monde et de faire comprendre l'IA non seulement au plus grand monde, mais aussi de cibler. Donc aujourd'hui, on sait très bien que chaque année en avance, il y aura de la future jeunesse, ou que ça soit même les parents et autres. Il faut utiliser l'IA, mais il faut pouvoir la contrôler. Donc c'est un peu ça. Ça n'enlève vraiment pas l'intelligence humaine. Et c'est ça, il faut qu'on comprenne. Il faut vraiment que l'intelligence humaine soit même le socle pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Parce que rappelons-nous que l'IA est une création humaine. Donc elle ne doit pas, justement, elle ne doit pas dépasser l'homme en tant que tel. Parce que justement, on doit avoir cette emprise, ce contrôle de ce que l'on lui donne. Par exemple, quand on parlait d'inconvénients un peu plus haut, il faut faire attention aux données qu'on lui donne. Ne vous attelez pas à donner, par exemple, tout un fichier Excel de vos données personnelles. Par exemple.
faut faire par exemple très attention sur ce que l'on lui transmet. Parce qu'à ce niveau-là, effectivement, comme on l'on vous dit, ce que vous donnez à l'IA, bah, l'IA, lui, par exemple, il peut l'enregistrer pour pouvoir être entraîné derrière. Et là, on rentre dans la non-protection de données personnelles. Merci beaucoup, c'est très plaisant. Donc, si vous avez d'autres réactions, je suis encore là jusqu'à, je pense que une heure, je pense que j'ai perdu 20 minutes. Donc, je peux rattraper jusqu'à 18h41 minutes. 19h41 minutes chez vous. On peut limiter le câblage de l'IA si on refuse de se faire suivre sur Internet. Par exemple, refuser les cookies sur les sites, le ciblage. Exactement. Exactement. C'est une bonne remarque. C'est une très bonne remarque même. Et effectivement, pour des personnes justement qui ne veulent pas que certaines choses soient suivies de par leur quotidien, bah, il faut éviter justement d'accepter les cookies à tout va. Parce que les cookies, c'est ce qui s'installe justement derrière le navigateur que l'on utilise et même derrière justement certaines de nos applications pour pouvoir suivre le contenu que l'on consomme. Et à ce moment-là, vous allez vous demander que mais comment l'IA fait par exemple, une heure avant je parlais de football et dans mon contenu jamais il y a du football. Et là, boum, j'ai plein de contenus de foot qui commencent à apparaître. Donc c'est vraiment ça. Les cookies, comme mademoiselle ou madame Roxane, je sais pas. Comme elle l'a dit, c'est ce qui permet justement de tracer le comportement humain. Évidemment, je vous cache pas que même les likes, les partages et autres, tout ceci est ciblé derrière pour pouvoir. Mais y a-t-il des sites de recherche dans lesquels les cookies sont obligés d'être autorés? Il y a des sites, sinon elles ne s'ouvrent pas. Pourquoi? Ah, ça, je ne saurais. Franchement, ça, à ce niveau, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Si on essaye d'imaginer derrière c'est certainement parce que ceux qui produisent le service derrière le site web ont besoin de vous connaître selon leur service, hein. Ont besoin de vous connaître selon leur service pour pouvoir améliorer vos besoins à vous, selon ce que eux ils proposent pour vous. Moi, je dirais Instagram par exemple. Aujourd'hui, on sait que Instagram c'est Meta. Donc Instagram est connecté à WhatsApp qui est connecté à Facebook. Ce qui fait que comportamentalement on peut connaître les agissements, enfin, on peut connaître les agissements d'une personne. Donc, vous, par exemple, mademoiselle Olivia, on peut connaître vos agissements, non pas en suivant votre contenu, hein, mais juste en voyant ce que juste en analysant ce que vous regardez au quotidien, selon un certain quota, et après, on se dit que elle aime, par exemple, le contenu où il y a des fleurs, où il y a telle chose, telle chose, telle chose. C'est à ce moment-là que sur Instagram, Facebook, ou même sur WhatsApp, parce qu'aujourd'hui, WhatsApp, j'ai vu qu'il y a des pubs maintenant. Vous pouvez avoir ce genre de contenu qui apparaît justement dans votre feed d'actualité. C'est comme je prenais l'exemple de TikTok. Plus vous likez quelque chose, plus l'algorithme enregistre qu'elle aime ce contenu. Et donc, ainsi de suite, ça va permettre à l'algorithme de se dire que voici, à travers les hashtags par exemple, voici quel contenu on devrait lui proposer. Et directement, automatiquement, ça va l'envoyer sur votre feed. Est-ce qu'on peut utiliser l'IA de manière performante? Est-ce que pour utiliser l'IA de manière performante, il faut obligatoirement faire des calculs, utiliser des langages Python, JavaScript, etc. Non. Non. C'est comme je disais, utiliser l'IA sans pour autant coder. Aujourd'hui, il n'est plus forcément nécessaire de coder. Il est nécessaire de connaître, mais pas forcément nécessaire de coder. Alors, je vais m'expliquer. Comme vous savez, Python, JavaScript et autres, derrière, par exemple, ChatGPT, bah, c'est Python.
C'est totalement Python qui est derrière ChatGPT. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, pour l'utiliser de manière performante, il faut obligatoirement utiliser ces langages de programmation? Je dirais oui et non. Et ça, vraiment, ça dépend de votre centre d'intérêt. Pour une personne, par exemple, qui est un philosophe, par exemple, il n'aura pas besoin de coder. Mais derrière, on a mis à sa disposition, excusez-moi, on a mis à sa disposition les LLM qui sont spécialisés, qui sont générales, mais qui sont spécialisés aussi dans du texte et autres. Donc, à travers justement l'utilisation de ces LLM-là, il est à même ou capable justement de, comment dire, il est capable justement d'utiliser ces LLM pour pouvoir avoir ce qu'il recherche, pour avoir ce qu'il recherche. Donc, de manière performante, comme je disais, ça dépend vraiment du contexte. Moi, par exemple, dans mon contexte, j'utilise l'IA pour coder. Et comment est-ce que j'utilise l'IA pour être assez performant? Je ne donne pas, par exemple, tout un fichier de code à l'intelligence artificielle, non. Supposons, moi, je veux améliorer une certaine fonction que je trouve assez ambiguë ou qui ne passe pas bien, par exemple, sur mon logiciel. Je vais rediriger l'intelligence artificielle vers cette fonction pour pouvoir lui dire que j'ai besoin que cette fonction fasse ceci et cela. Ce qui permet à l'IA de cibler, de contextualiser justement, sans pour autant toucher de manière générale à tout. Donc, essayez un peu d'adapter, vous, votre imagination. Supposons que vous avez tout un document que vous avez structuré, par exemple, et que vous voulez améliorer. Il faut savoir si vous voulez l'améliorer de manière générale ou si vous voulez cibler une certaine partie du texte à améliorer selon un certain contexte, par exemple. De manière générale, vous allez par exemple dire à l'IA de rendre le texte plus court, d'améliorer le style d'écriture, mais de manière plus ciblée, donc de manière plus contextualisée. On va prendre une partie du texte, par exemple un certain paragraphe où l'on parle d'un certain sujet, mais qu'on va demander d'améliorer et de préciser un peu plus en détail. Et là, l'IA va nous améliorer une partie justement de notre document qui va nous permettre d'avoir un contenu plus clair, plus explicatif, par exemple. Donc, c'est de cette manière-là c'est de cette manière qu'on devient justement performant avec l'intelligence artificielle, en lui donnant plus de contexte. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le mot contexte. Il faut contextualiser. À qui appartiennent, je vais vous prendre, hein, monsieur Angèle. Donnez-moi juste une minute. À qui appartiennent vraiment les idées générées par une IA pour une campagne marketing? À la marque ou au créateur de l'intelligence artificielle. Donc, considérez franchement, aujourd'hui, considérez que ce que vous pondez avec l'IA, c'est en partie pris, hein. Je dirais, franchement, déjà, ça vous appartient. Parce que si vous générez une idée à travers l'intelligence artificielle, elle le pond pour vous. Donc ça, c'est une réponse à votre requête. Et une fois vous l'améliorez selon vos goûts et principes, elle vous appartient. Le créateur de l'IA, lui, il ne fait juste que prendre des exemples de ce que vous faites pour pouvoir améliorer son modèle pour répondre justement à vos besoins à vous. Euh, je pense à la marque car vous dites que vous, vous dites ce que vous voulez, voilà, et l'IA en déduit, trouve les correspondants ou je me trompe. Non, non, vous vous trompez pas. Vous vous trompez pas. Réfère cours droit de l'IA. Même si le créateur crée le prompt. Effectivement. Oui, monsieur Rangel d'Arrive. Je sais pas si vous avez le droit d'activer le micro, mais allez-y, je vous écoute. Oui, merci, monsieur. Je voudrais expliquer un peu sur la question de ma collègue. Je crois que lors d'une campagne marketing de quelconque activité où on a recours à l'IA, euh, l'idée ou les idées ou le travail appartient à l'IA. Mais je vous rejoins sur le point où vous avez dit quand on essaie de reformuler ou bien de nous adapter personnellement la réponse de l'IA. Ça, oui.
alors la réponse et alors l'idée et les idées nous appartiennent quand on essaie de s'approprier les réponses données par l'IA. Mais je prends le cas d'un exemple, par exemple, de Gemini qui nous aide à avoir des photos depuis un moment. Et vous allez remarquer que quand Gemini finit de générer la photo, il marque toujours en bas une petite, un petit insigne là. Et voilà, c'est grâce à ça qu'on reconnaît que voilà, c'est une photo générée par Gemini. Donc, c'est pour dire, moi j'ai lu un cours sur le droit de l'IA. J'ai lu un document sur le droit de l'IA et le chat. Allô, vous me Oui. recevez? Oui? Ok. J'ai lu le cours sur le droit de l'IA qui dit que, voilà, c'est, c'est un peu comme ça, en fait. Quand la réponse est donnée par l'IA et quand vous créez votre entreprise, par exemple, sur la base de l'IA, un jour, ils peuvent c'est pas si vous ne vous appropriez pas l'idée, vous ne la changez pas un peu à votre manière, un jour, s'ils veulent, hein, ils peuvent bien vous traduire en justice. Mhm. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Gemini. C'est pas pour rien qu'ils tiennent à mettre l'effigie là en bas des photos générées par l'application Gemini, quoi. Donc voilà un peu. Mhm. Il faut toujours s'approprier les réponses de l'IA. Enfin, c'est exactement ça. C'est exactement ça. De toute façon, ça revient à ce que je disais. Pour moi, c'est en partie pris. Donc, forcément, c'est pour ça que je disais, faut faire attention à ce que l'on donne à l'intelligence artificielle. On peut produire des idées et autres qui, forcément, à ce niveau-là, quand ils ne sont pas contextualisés, ils appartiennent à l'intelligence artificielle. Mais au moment où nous-mêmes, à travers le contenu qu'il a pu nous donner, parce que on sait très clairement ce que l'on veut de l'IA, il nous donne du contenu que l'on peut utiliser et derrière nous-mêmes le restructurer à notre manière. Et là, à ce moment, justement, on devient propriétaire. Moi, je prends un exemple de copier-coller juste, où on génère quelque chose avec un prompt aussi basique. Il nous sort un plan et le plan, on le lit, on le regarde, on se dit, OK, c'est un plan assez structuré. Maintenant, comment l'adapter à mon produit, à moi? À ce niveau, nous-mêmes, à travers notre intelligence, notre esprit critique, on change justement le prototype qu'il nous a donné à notre manière, ce qui fait que c'est maintenant notre propre design. Et à ce niveau, en vrai, on s'approprie le contenu donné. Parce qu'à ce moment-là, justement, on l'adapte justement à ce que l'on voudrait avoir. C'est pour ça que je disais, et comme Monsieur Angèle Darry l'a dit, hein, ça appartient à l'IA. Mais surtout au moment où justement on arrive à contextualiser la chose, on peut se la réapproprier. Et à ce moment-là, il faut vraiment faire très attention à ce que l'on donne. C'est pour ça que, surtout quand on sait que l'on est dans une entreprise, il faut faire très attention à l'utilisation de l'IA. C'est vrai que il est nécessaire et souvent même aujourd'hui dans certaines entreprises, je vous fais dire qu'il est obligatoire d'utiliser l'intelligence artificielle parce qu'il y a un partenariat entre l'entreprise et justement la boîte qui donne accès justement à son IA. Ça, c'est un partenariat, c'est un échange. Mais au moment où c'est gratuit, là, vraiment faire très attention à ce que... Au moment où c'est gratuit, souvent on a tendance à tout donner. En entreprise, il faut faire très attention à ce que l'on donne de l'entreprise à l'intelligence artificielle. Surtout quand on sait, par exemple, moi je prends un exemple, je suis dans une entreprise, je prends un fichier Excel contenant les données de l'entreprise, je ne vais pas me permettre d'aller sur ChatGPT et les lui transmettre pour me faire de l'analyse de données. Ça, c'est clairement ce qu'on appelle un biais. C'est quelque chose à ne pas faire parce que justement, ChatGPT et autres, OpenAI, eux, ils ont même la possibilité de récupérer ces données-là pour pouvoir entraîner leur modèle. Mais derrière, on ne sait pas quel petit malin pourrait se tourner pour récupérer ces données. C'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est pas pour faire peur ou c'est pas pour dire qu'il faut que l'on limite l'utilisation, non. On veut l'utiliser de manière performante, mais surtout de manière intelligente.
C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à ce qu'on lui transmet à l'IA. Alors, je vais m'arrêter à 40. Il me reste 5 minutes. Donc, s'il y a d'autres interventions, je suis preneur. Donc, en entreprise, vous nous recommandez d'orienter la recherche. Oui, évidemment, soyez malin. Vraiment, quand je dis esprit critique, soyez malin, soyez imaginatif. Ce qui fait que ça fait toujours tourner vos neurones. Ce qui fait que ça fait toujours tourner vos neurones. Donc, soyez malin, soyez imaginatif dans votre manière d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire attention à ce qu'on lui donne. Si aujourd'hui vous savez que vous faites partie d'une grande boîte, supposons, je sais pas moi, la NAF, le ministère même, et que vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, vous avez le droit. Mais attention à ce que vous lui dites. Attention à ce que vous lui donnez comme information. Parce que évidemment, l'IA, elle est là pour répondre. Elle va toujours vous répondre. Mais attention au type d'information, parce que si l'information, elle n'est pas publique et qu'elle est censée rester privée, là, vous divulguez quelque chose que vous n'êtes pas censé faire. Et ça, c'est dans le, je pense, ça rentre dans le cadre du secret professionnel. Donc, il faut vraiment être, faut vraiment être assez imaginatif et malin pour utiliser l'intelligence artificielle parce qu'effectivement, ça peut booster notre productivité quand on l'utilise très bien. Y a-t-il des exercices à faire? Bah, l'exercice, en vrai, c'est être, l'exercice, en vrai, c'est être malin. Donc, d'être assez imaginatif. Donc, je vous proposerais par exemple, d'aller sur ChatGPT, d'aller sur ChatGPT et autres, et d'essayer un certain sujet que vous voulez faire. Et de là, à travers ça, voir un peu comment est-ce que je peux converser avec l'IA pour pouvoir avoir un produit concret. Être assez productif. Genre, c'est à force, de toute façon, je pense que c'est à force d'exercice, à force de se dire que j'améliore ma manière de communiquer avec l'IA, donc de lui donner des informations, parce que je sais que j'attends des réponses derrière, que vous serez à même de gagner en performance. Donc, c'est vraiment la manière dont vous vous adressez à l'intelligence artificielle qui va compter pour vous. Type aussi de créer des droits d'auteur sur un contenu généré avec l'IA. Non, pas du tout. À moins que l'IA t'appartienne. Non. Alors, je vous donne aussi là où, par exemple, le contenu général à l'IA pourrait vous appartenir, c'est aujourd'hui, par exemple, on a les IA qui sont, comment dire, qui sont obtenables en open source. Alors ça, par exemple, les gens comme moi le font, mais certains aussi. Des data scientists, les développeurs et tout, ils le font beaucoup. Donc, s'approprient un modèle qu'ils prennent en local, parce qu'une fois que tu as un modèle en local, il n'est pas sur le cloud. Donc, les données générées par l'IA et autres ne sont pas récupérables par une dite entreprise. Par exemple, les données de ChatGPT sur ChatGPT sont récupérables par OpenAI. Mais une fois qu'un modèle tel que GPT-5, par exemple, si on le télécharge en local, donc sur son propre ordinateur, effectivement, quand on commence à l'utiliser, à ce moment-là, les données générées par l'intelligence artificielle peuvent en quelque sorte nous appartenir parce qu'elles ne seront pas redistribuées ailleurs.
elles sont directement utilisées sur le modèle téléchargé dans votre machine. Madame Ashley, je vous écoute. Oui, bonsoir à tous. Donc, Bonsoir. moi, ma question, ça va dans le même sens, hein. Oui. Dans mon cas, par exemple, j'ai une entreprise, elle n'est pas grande, et Mhm. avec les cours précédents qu'on avait eus, on nous avait, par exemple, montré comment créer un agent. Et donc, Oui. moi, je suis allée dans Gemini, et là-bas, j'ai Oui. créé mon agent. Donc, Avec dans ce cas Gem. de figure, que c'est uniquement cet agent que j'utilise. Est-ce que ces Oui. données sont à moi et est-ce que, je veux dire, Google ou je sais pas, a accès à ces données-là et est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut avec? C'est un peu ça ma question. Alors, comme vous pouvez bien l'imaginer, ça revient toujours dans le cadre où ça vient d'une interface publique. Ça vient d'une interface publique, donc forcément Google a tout de même accès, malgré que ça soit un agent qui a été créé, qui a été créé parce que l'agent déjà vous l'avez créé sur Google Gemini. J'aime, si je me trompe pas, les j'aime que vous avez créé Mhm. pour pouvoir avoir votre agent spécialisé pour votre entreprise. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est pour ça que je dis, il faut surtout être assez imaginatif sur ce que vous donnez justement à l'IA. Vous pouvez, si votre business il est public, par exemple, il sera référé sur Internet. Il y a des trucs que vous pourrez vous permettre, par exemple, des informations que vous pourrez vous permettre de divulguer tant que c'est public. Quand ça relève du domaine du privé, c'est là où il faut faire attention à ce que l'on demande, ou surtout attention à ce que l'on transmet. C'est plutôt faire attention à ce que l'on transmet qui sera important. Votre argent, il est très utile dans le cadre où vous voulez améliorer votre business, vous voulez améliorer votre créativité, ou même, par exemple, moi, je vous dirais que moi, j'ai créé un agent pour du brainstorming sur certaines idées. Et une fois que j'ai réussi à brainstormer l'idée de manière concrète, je récupère la pensée même que l'IA a pu générer pour pouvoir l'adapter à mon projet réel. Et là, à ce moment, justement, c'est comme je dis, là, on voit clairement que bah, je n'ai rien transmis de personnel à l'IA. J'ai récupéré le contenu qu'il m'a donné pour pouvoir le restructurer à ma manière. Donc, supposons, par exemple, il me pond un plan ou votre entreprise qui s'appelle, je sais pas, je dis un truc tout bête. Je veux un plan de structuration pour mon entreprise de vente de fleurs. Là, il me sort un plan avec un nom fictif. Le plan, il me plaît, je veux le réadapter, bah, je le récupère et je mets mon nom dessus. Enfin, je mets le nom de mon entreprise dessus. Je regarde si ce que l'IA a dit, par exemple, en termes de vente, est-ce que je vends cela? Sinon, je le modifie. Si oui, j'essaye de voir comment l'adapter de manière continuelle et ainsi de suite. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question ou vous avez besoin de plus d'éclaircissement? Ou il y a une inquiétude peut-être? Non, je crois que ça va, tout a été dit. D'accord, merci. Alors, il est 18h44 à ma montre ici, donc 19h44 au niveau du Gabon. Je vous remercie beaucoup de votre temps. J'espère que ça aura pu vous être utile, ce court temps qu'on a pu passer ensemble. Normalement, on se revoit demain. Donc, on peut prendre cette phase d'aujourd'hui comme la compréhension. Et demain, on va aller de manière, enfin, on va aller plus en profondeur sur l'application, justement, donc l'utilisation de l'IA en prenant en compte justement tout ce qui est contexte et autres. Aujourd'hui, on a parlé de ça de manière très en hauteur. Demain, on va essayer de décortiquer, d'aller un peu plus loin pour nous aider justement à, bah, je dirais, prompter de la meilleure des manières qui suivent. Ainsi, on pourra l'appliquer justement très facilement au marketing. Parce qu'à ce niveau, vous avez déjà cette base de connaissances qu'il faut pour aller plus loin. Croyez-moi. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Là, moi, je suis à Dakar, il y a le match de la CAN. Le Sénégal vient de marquer, il faut que j'aille regarder le reste.